Politique, économie, environnement, on en parle dans Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. Pour la grande majorité des Français, il est normal que les salaires des travailleurs soient fixés selon leur niveau de diplôme. Le titulaire d'un bac+5 sera mieux payé qu'un bac+2, qui sera lui-même mieux payé que celui qui n'a qu'un bac pro, et ce dernier sera lui-même mieux payé que ceux qui n'ont qu'un CAP, voire pire, pas de diplôme du tout. Certes, cette règle admet des exceptions. Ainsi, il peut arriver que le titulaire d'un master de sciences humaines et sociales, ayant suivi un cursus peu valorisable sur le marché du travail, ait un revenu inférieur à celui de certains ouvriers qualifiés, dont les compétences sont très recherchées. Mais si l'on regarde les statistiques, l'impact du diplôme sur la rémunération apparaît très nettement. Selon le site de recherche d'emploi adzuna.fr, les détenteurs d'un bac+5 ont en moyenne un salaire 60% plus élevé que les détenteurs d'un simple bac+2. Dans les conventions collectives et dans la fonction publique, on observe un lien très fort entre le niveau de diplôme et le niveau de rémunération associé à chaque type de poste. Plus je suis diplômé, plus mon salaire sera élevé, même quand j'exerce des fonctions identiques à celles d'autres collègues moins diplômés. Pour la plupart d'entre nous, ces écarts de revenus fondés sur le diplôme ne sont pas arbitraires. Ils relèvent d'une logique positive visant à récompenser le mérite. De ce point de vue, il est juste d'offrir un supplément de salaire à ceux qui possèdent des diplômes élevés. Au risque de faire froncer quelques sourcils, je dois avouer que je ne partage pas cette vision. À vrai dire, je trouve ça un peu bizarre, que l'on s'attache à récompenser ainsi les diplômés. Pourquoi est-ce que je vois les choses comme ça ? Eh bien, prenons un instant pour inverser la question. Partons de zéro et demandons-nous pour quelles raisons faudrait-il récompenser les diplômés ? Plusieurs réponses sont possibles. D'abord, on peut supposer que les individus les plus diplômés sont aussi les plus qualifiés et donc les plus productifs. Il ne serait donc que justice qu'ils soient payés à hauteur de leur contribution à la production de richesses. Ce premier argument paraît à première vue convaincant, mais il pose un problème de taille. Dans une économie moderne, tous les travailleurs collaborent entre eux, à partir de fonctions différentes mais complémentaires, pour produire une œuvre collective. Considérons une usine de lave-linge. Certes, l'ingénieur mobilise des compétences très pointues pour concevoir les machines. Le travail de l'ouvrier sur la ligne d'assemblage est beaucoup plus simple. Mais sans l'ouvrier, pourrait-on encore produire des lave-linges ? En fait, du point de vue de la production, l'ouvrier non diplômé est tout aussi indispensable que l'ingénieur extrêmement qualifié. Une fois ceci établi, bien malin qui saura mesurer la productivité individuelle des uns et des autres. La notion de productivité individuelle elle-même n'a pas beaucoup de sens. La productivité individuelle n'existe pas, car toute production est en réalité collective. Il ne serait donc pas juste de récompenser les diplômés sous prétexte qu'ils seraient plus productifs que les non-diplômés, car il est simplement absurde de vouloir comparer la productivité d'individus qui exercent des fonctions complètement différentes. Cela dit, un second argument peut être mis en avant pour justifier les rémunérations des diplômés. Ceux-ci ont prouvé leur mérite sur les bancs de l'école. Ils ont passé des examens exigeants et des concours souvent très sélectifs. Ils ont remporté les épreuves les unes après les autres pour obtenir enfin leur diplôme de fin d'études, et ils ont ainsi gagné le droit d'être récompensés. On peut souligner plusieurs faits qui viennent considérablement fragiliser cet argument. D'abord, il faut se demander dans quelle mesure les élèves sont responsables de leur performance scolaire. Certes, l'effort joue un rôle tout à fait central dans la réussite aux examens, mais il existe aussi d'autres facteurs qui déterminent lourdement la probabilité de l'échec ou de la réussite. On pense bien sûr à l'origine sociale des élèves. Si mon père est un ouvrier, j'ai 3 fois moins de chances de faire des études supérieures que si mon père est cadre. Le plus frappant peut-être, c'est qu'on observe cet effet de l'origine sociale même à niveau de diplôme équivalent. Admettons que j'ai fait des longues études, que j'ai obtenu un bac+5. Mon diplôme en poche, j'entre dans la vie active. Si mon père est un ouvrier, j'ai 2 fois moins de chances d'accéder à un emploi de cadre que si mon père est cadre. Cette reproduction sociale intensive est due non seulement au fonctionnement élitiste de l'école française, qui amplifie les inégalités sociales, mais aussi au rôle clé joué par la famille. Les enfants bien nés apprennent très tôt, auprès de leurs parents,
ce qui est nécessaire pour réussir à l'école. Au bout du compte, malgré ce qu'on aimerait croire, la naissance détermine encore largement les parcours scolaires. Mais nos performances scolaires ne sont pas seulement conditionnées par notre origine sociale, on doit également citer le rôle du talent. La nature n'a que faire de la justice ou de l'égalité, et c'est pourquoi nous ne venons pas au monde avec les mêmes aptitudes naturelles. Chacun d'entre nous est plus ou moins doué dans tous les domaines de compétences qui peuvent exister. Étant inégaux en capacité, nous n'obtiendrons pas les mêmes résultats, même en fournissant un effort identique. Le mérite révélé par l'école est donc basé en grande partie sur les hasards de la naissance. Ce mérite scolaire de surcroît ne correspond qu'à ce que nous accomplissons dans la première partie de notre vie, jusqu'à l'âge de 22 ou 25 ans. Alors, le diplôme doit-il conférer un titre de noblesse, un rang définitif à ceux qui sont sortis vainqueurs de la compétition scolaire ? Notre avenir doit-il être joué une fois pour toutes au seuil de l'âge adulte ? Que faut-il proposer à ceux qui ont raté la marche de l'école, quelle qu'en soit la raison ? Doivent-ils payer pour toujours le prix de leur crime initial, en exerçant perpétuellement des métiers pénibles et mal payés ? C'est pour éviter que la réussite scolaire ne conditionne excessivement nos vies et le fonctionnement de notre société qu'il est nécessaire non seulement d'offrir des secondes chances aux vaincus de la compétition scolaire, mais aussi de valoriser les autres formes du mérite, celles qui n'ont pas été reconnues par l'école. Le monde du travail exige des individus qu'ils fassent preuve de rigueur, d'habileté, de persévérance, d'ouverture d'esprit, parfois même de courage. Ces qualités, quand elles sont démontrées par les travailleurs au cours de leur vie professionnelle, ne devraient-elles pas être récompensées au moins à la même hauteur que celles qui ont permis l'obtention d'un diplôme ? L'exercice d'un métier offre aux individus l'occasion de prouver ce dont ils sont capables, quand bien même leur valeur a été ignorée par l'école. Leur absence de diplôme ne doit pas verrouiller leur avenir. Il ne serait que justice que le mérite démontré au travail par les moins diplômés leur donne accès à des récompenses substantielles, des récompenses qui ne soient pas un simple prix de consolation. Il nous reste cependant un dernier argument à considérer. Un argument qui semble venir puissamment légitimer les rémunérations supérieures dont bénéficient les plus diplômés. Voici l'argument en question. Les diplômés ont pris la peine de faire des études. Ils ont consacré plusieurs années de leur vie à développer des compétences et à obtenir un diplôme. Il serait donc juste de les récompenser pour le sacrifice qu'ils ont consenti. Cet argument n'est pas valide et je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, les années passées à faire des études ne représentent pas nécessairement un sacrifice. D'autre part, les diplômés ont déjà accès à toutes sortes de récompenses qui viennent se rajouter à leur rémunération supérieure. Oui, les années d'études ne représentent pas nécessairement un sacrifice, il est impossible d'établir des généralités dans ce domaine, tant les réalités de la vie étudiante sont variables selon les personnes, selon les niveaux et selon les filières. On sait que certains étudiants ont des journées peu remplies, tandis que d'autres fournissent un véritable travail de forçat, et tandis que la plupart s'investissent intensément dans leur apprentissage. Ce que l'on sait également, c'est qu'il existe de multiples raisons de trouver du plaisir dans la vie d'étudiant, car il s'agit d'une période enthousiasmante, voire exaltante, où l'on rencontre beaucoup de nouvelles personnes et où l'on découvre beaucoup de nouvelles choses. Cette période d'indétermination, où l'on demeure à l'abri de l'institution scolaire, permet aussi de repousser l'entrée parfois redoutée dans l'âge adulte et dans la vie active. Dans une étude menée au cours des années 90, on demandait à des étudiants s'il fallait s'installer dans la vie active dès qu'on le peut. Les 2/3 répondaient qu'ils préféraient profiter de la vie d'étudiant. La plupart, donc, ne sont pas pressés de sortir de l'école. Pour certains d'entre eux, les années d'études resteront même les plus belles années de leur vie. On ne peut certainement pas en dire autant de ceux qui ne font pas d'études. Que font-ils pendant que leurs ex-camarades d'école continuent leur scolarité ? On peut considérer 2 situations typiques. Soit ils continuent à vivre chez leurs parents, inactifs et sans revenus, dans un entre-deux incertain que la plupart d'entre nous n'apprécieraient guère. Soit ils travaillent, dès l'âge de 16 ou 18 ans, et ils fournissent un effort productif depuis des postes peu valorisants et assez éprouvants. Employés de restauration, agents d'entretien, téléopérateurs, caissiers, manutentionnaires. Alors, si chacun d'entre nous avait le choix, préférerait-il passer ses jeunes années à étudier
ou à travailler. Bien sûr, la réponse dépendra des aspirations personnelles des uns et des autres, mais on peut aisément admettre qu'une telle alternative ne relève pas de la simple évidence. Ce qui doit nous conduire à relativiser considérablement l'ampleur du sacrifice qui aurait été consenti par ceux qui ont fait des études. De surcroît, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diplôme offre de multiples avantages. Il permet d'accéder à un statut social élevé, de trouver plus facilement un emploi et de prendre plus de plaisir à travailler. Les deux premiers points ne surprendront personne. L'obtention d'un diplôme élevé confère du prestige et un sentiment de confiance en soi, dont manquent souvent les personnes qui ont échoué à l'école. De même, le diplôme remplit généralement la promesse qui a été faite aux élèves. Si tu travailles bien à l'école, tu auras un emploi. Et c'est vrai. Le taux de chômage des personnes sans diplôme est presque 3 fois plus élevé que celui des diplômés de l'enseignement supérieur. Cet écart est encore plus marqué quand on s'intéresse à l'accès à des emplois stables, puisque les non-diplômés, même quand ils ont un emploi, sont plus fréquemment en situation de précarité. Et qu'en est-il du plaisir au travail ? Sur ce point, les enquêtes officielles au sujet des conditions de travail mettent en évidence des écarts très marqués entre les différentes catégories socio-professionnelles. Quand on leur demande s'ils ont toujours ou souvent la possibilité de faire des choses plaisantes au travail, plus de 70% des cadres répondent positivement, plus de 70%. Ce chiffre descend à 50% pour les employés et à 40% pour les ouvriers. Comment comprendre un tel fossé ? D'abord, on peut supposer que les gens qui ont fait des études, et c'est le cas de la très grande majorité des cadres, ont eu la possibilité de choisir un domaine qui leur plaît. Ils n'ont pas été orientés par défaut, au contraire de beaucoup de ceux qui n'ont pas accédé à l'enseignement supérieur. D'autre part, les plus diplômés bénéficient d'une plus grande autonomie dans la réalisation de leurs tâches. Ils ont plus de latitude pour décider eux-mêmes ce qu'ils ont à faire et comment ils vont le faire. Cette autonomie leur donne la possibilité d'exprimer leur créativité et d'imprimer leur propre style dans l'exercice de leur métier, de faire valoir leur spécificité, de montrer ce qui fait d'eux des personnes uniques et singulières. Bref, de faire les choses à leur manière. Et ainsi de se réaliser dans l'accomplissement de leur travail. C'est moi qui ai fait ça, peut dire le travailleur hautement qualifié en contemplant son œuvre, qu'il s'agisse d'une stratégie de développement commercial ou des plans de la prochaine machine qui sera produite sur les chaînes d'assemblage. A contrario, ceux qui sont peu ou pas diplômés sont bien souvent cantonnés à des rôles monotones de pure exécution. Le protocole prend le pas sur l'adaptation intelligente aux situations rencontrées. Les marges de manœuvre sont strictement réduites. On ne pense pas pouvoir faire confiance au jugement de ce travailleur. Il est intégralement remplaçable. On attend de lui un strict respect des consignes, une application bête et méchante des instructions qu'il a reçues. Dans ces conditions, le travail ne contribue pas à l'épanouissement de l'individu. Le travail devient alors une pure contrainte. Il est aliénant, car il étouffe la personnalité du sujet, et le pousse à s'absenter de lui-même pendant qu'il réalise aveuglément sa tâche. Dans les postes les moins qualifiés, on apprend peu, on ne progresse pas, et on s'abîme le corps et l'esprit en subissant la pénibilité à longueur d'année. Rien d'étonnant, alors, à ce que les diplômés prennent plus de plaisir dans l'exercice de leur métier que les travailleurs subalternes. Pour conclure cet épisode, je vais prendre 1 minute afin de résumer mon propos. Nous vivons dans une société où la méritocratie scolaire s'impose comme une évidence, comme la façon la plus juste de produire des inégalités. Chacun doit être payé selon son niveau de diplôme. Or, les arguments sur lesquels repose cette conception ne résistent pas à l'examen critique. D'abord, il serait absurde d'affirmer que les travailleurs les plus diplômés sont plus productifs que les autres. Tout simplement parce qu'ils n'exercent pas les mêmes fonctions, et que toute production est en réalité collective. Ensuite, nous n'avons pas de raison de croire que les diplômes obtenus au seuil de la vie adulte devraient conditionner le destin des individus pour le reste de leur existence. D'une part parce que l'origine sociale et le talent déterminent en grande partie nos possibilités de réussite scolaire, et d'autre part parce que le mérite démontré sur les bancs de l'école n'a pas une plus grande valeur que le mérite démontré par les travailleurs tout au long de leur vie. Enfin, il faut relativiser l'idée selon laquelle la poursuite d'études serait un sacrifice devant ouvrir droit à des compensations.
Non seulement la plupart des étudiants trouvent plutôt agréable de faire des études, mais les diplômes donnent aussi accès à de multiples avantages qui vont bien au-delà du seul aspect financier. Statut social élevé, protection contre le chômage, plaisir au travail. Alors que les moins qualifiés doivent souvent se contenter d'emplois précaires, pénibles et aliénants. Grosso modo, la plupart du temps, les diplômés cumulent tous les avantages, alors que les non-diplômés cumulent toutes les peines. Est-il juste qu'en plus de tout cela, les diplômés reçoivent des salaires nettement supérieurs ? Cela semble difficile à croire. Car au bout du compte, même si les diplômés recevaient exactement les mêmes salaires que les non-diplômés, cela vaudrait encore sacrément le coup de faire des études. C'était Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site sylvain-bermond.fr pour découvrir mes autres publications. À bientôt!